Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à mon top des films de cette année 2021. Il s'agit bien évidemment d'un top personnel, alors je vous invite également aussi à mettre votre top dans la case commentaires, je serai ravi de vous répondre. Il s'agit d'un top 10 car oui, 2021 était beaucoup plus garni que 2020. On reste confiant pour l'année 2022. Même si je dois avouer que cette année, j'ai vu beaucoup plus de films avec des scénarios qui n'étaient pas vraiment écrits par des scénaristes mais plus importés des réseaux sociaux. Sans intention de réalisation, en tous les cas, il y a eu du très bon cette année, vraiment très bon. En tous les cas, ce que vous ne retrouverez pas dans ce top, c'est Promising Young Woman. Malgré ses qualités, il reste moyen et un peu maladroit sur certains sujets. Il n'y aura pas non plus Benedetta. Pourtant, je reconnais la proposition de Paul Verhoeven de critiquer les croyances et la folie de l'humanité à la croire. Il n'y aura pas non plus Kaamelott qui m'a pas fait plus rire que ça. Construction scénaristique hasardeuse, le grand mais de cette année. Bien que ce soit le film français qui m'ait fait le plus rire en 2021, il reste tout de même le moins bon de la trilogie. OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire ne sera pas non plus dans ce top. Et il n'y aura pas non plus le dernier James Bond. Et je vous invite à aller voir ma critique pour plus de détails. Il n'y aura pas non plus Eiffel qui pourtant partait avec de belles promesses. Que ce soit Old ou Stillwater avec deux réalisateurs talentueux que j'adore ne seront pas non plus dans ce top. Car ce sont deux longs métrages malheureusement qui ont été des déceptions, sans forcément non plus être dans un flop. Il n'y aura pas non plus Last Duel ou encore House of Gucci de Ridley Scott qui, malgré peut-être un retour un peu plus remarqué cette fois-ci, malheureusement ne sont pas de grands chefs-d'œuvre. Même si je dois une qualité certaine à ces longs métrages. On sent que Monsieur Ridley Scott essaye de revenir et je pense qu'une petite pichenette encore et on aura le grand retour du monsieur. Deux autres films qui ne sont pas dans ce top mais quand même honorables, l'un sur Netflix, l'autre au cinéma, The Pieces of Woman et L'événement. Deux films qui traitent fondamentalement de deux choses différentes, l'un pour la perte d'un enfant, l'autre de l'avortement, mais dans tous les cas ce sont des films à voir, tellement ils sont déchirants. Ces films n'hésitent pas à être frontal avec son spectateur, mêlant réalisme et intimiste. Bref, je vous encourage en tout cas à regarder ces films et à me dire dans les cases commentaires ce que vous en avez pensé. Autre film honorable, Boîte Noire aurait pu être dans ces tops, par exemple. Même s'il y a beaucoup de points communs avec Le Chant du Loup, mais vous savez quoi, c'est quand même le meilleur film français que j'ai vu cette année. Malcolm et Marie étaient à deux doigts de finir dans ce top. Sa mise en scène, le scénario, les acteurs, bref, le film par son concept, avec un couple qui s'engueule dans une maison pendant 1h30, aurait pu m'ennuyer et bien au contraire, m'a fasciné. Bref, voyez Malcolm et Marie sur Netflix. Vous avez en tout cas ma liste de mai de l'année 2021 et on va passer à mon top de l'année et une autre vidéo suivra sur les flops de l'année 2021. Je précise que dans ce top, il y a un film que j'ai pas parlé sur la chaîne, il y a également aussi un film Netflix, un film Amazon Prime, un autre film en location VOD, deux films sortis en simultané sur HBO Max et enfin pour le reste des tops, sortis directement au cinéma. Et on commence avec le 10e film du top. Revenir dans la matrice. Numéro 10, Matrix Résurrection par Lana Wachowski. Matrix Résurrection nous replonge dans deux réalités parallèles. Et afin de savoir s'il est dans la réalité, Monsieur Anderson va de nouveau suivre le lapin blanc. Alors je vais me répéter un petit peu avec ma dernière vidéo, mais oui, j'étais sorti mitigé de ma séance Matrix Résurrection. Déjà pour le côté méta, même si c'est marrant de mettre Warner le nez dans son caca et les différentes allusions que fait Lana Wachowski, pour ma part je pense que si ça avait été moins explicite, il aurait été beaucoup plus intéressant. Et même permettre une meilleure analyse ou une analyse un peu plus dissimulée. Ici pas besoin, tout est dit clairement, on passe pas par quatre chemins. Et comme c'est dit explicitement, on te dit clairement comment on fait un film aujourd'hui. Matrix 4 fait beaucoup parler de lui. Et toutes les analyses que j'ai pu voir sont toutes intéressantes. Que les avis soient négatifs ou positifs, toutes les analyses sont bonnes à prendre. Même ceux qui défoncent le film, je dois avouer que même ces analyses-là sont passionnantes. Chacun a reçu le film de façon différente. Ce film divise. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Car finalement, le film fait une proposition. Il tente quelque chose malgré que ça dégouline de nostalgie.
Et cette nostalgie qui est critiquée en même temps. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien de débattre d'un film que chacun a perçu différemment. Ce n'est pas qu'une toile vierge, il y a des messages à l'intérieur, des convictions, des tentations. Bref, un film qui provoque soit une déception, soit une réussite. J'ai aimé le film même si je reste mitigé par certains aspects. Mais je l'ai mis quand même dans mon top parce qu'il me génère encore énormément de questions aujourd'hui. Il me fait encore réfléchir et je me posais même une question, et si le film avait encore des choses à nous révéler même après plusieurs années? Et si le film méritait-il d'être digéré au lieu d'être déçu tout de suite? Bref, je vous renvoie à ma vidéo où il y a un petit peu plus d'analyse, en tout cas elle complète un peu ce que les youtubeurs ont dit. J'ai essayé de pas faire trop la même vidéo justement avec ce que moi j'avais perçu en plus ou en moins, je ne sais pas. En tous les cas, il est fait partie de mon top 10 parce que au moins il a provoqué quelque chose, contrairement à certains films qui sont sortis cette année. Numéro 9. Guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Numéro 9, Justice League Snyder Cut, et réalisé par Zack Snyder lui-même. Pour le synopsis, Bruce Wayne essaye de créer une équipe de super-héros suite à la mort de Superman face à une menace ultime qui est Darkseid. Alors c'est le film initialement prévu au départ par Zack Snyder, justement avec quelques reshoots tout de même, mine de rien, et bien évidemment c'est autre chose que la bouse qui nous avait été présentée en 2017 au cinéma. Mais au moins nous avons vu la véritable vision de l'auteur, que ce soit par les Shazam, les Aquaman ou même les Wonder Woman. Faut avouer que le haut du panier ça reste tout de même Man of Steel, Batman v Superman et maintenant la Justice League Snyder Cut, qui reste pour moi part la trilogie ultime du DCU. Pour le reste, j'avoue que je suis totalement étranger, même à part de ces films. Cette trilogie ô combien bancale reste tout de même une véritable proposition et aussi également une véritable alternative au MCU. Justice League, nous l'avions analysé également aussi dans notre podcast, donc je vous invite à y retourner si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, elle fait partie de cette 9e position de ce classement du top 2021. Numéro 8. Ce type, personne ne te le pardonnera. La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour. Numéro 8, West Side Story de Steven Spielberg. L'histoire, c'est celle d'un amour naissant, avec en toile de fond deux bandes rivales qui s'opposent, dans le New York de 1957. Peut-être est-il sorti au mauvais moment. Peut-être que nous ne méritons pas Steven Spielberg. Peut-être que personne souhaitait ce remake. Peut-être que cette histoire n'intéresse plus personne. Et pourtant, rien que pour la technique, ce film est une claque. Encore une fois, je ne suis pas adepte du genre comédie musicale. Et pourtant, je dois avouer que rien que pour la réalisation, le film vaut le coup. Ça reste bluffant et incroyable. Seul défaut, je dirais, c'est un petit peu son histoire, qui semble d'un autre temps. Et encore, je dois avouer avoir trouvé mon compte. Car il y a une certaine critique des États-Unis et de ce fameux rêve américain qui est impossible à obtenir. Et ce racisme montant, surtout encore aujourd'hui en 2022. Ça reste tout de même actuel. Il fait partie des rattrapages de la chaîne si vous le souhaitez regarder ma vidéo. Et croyez-moi, il a bien sa place dans ce top. Numéro 7. Tu mourras pas vivant! La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez? Je peux pas! Ma tête est dans un sac! C'est moi qui ai dit au FBI de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé. Ouais, j'avais une intuition. Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool. Numéro 7,
Don't Look Up d'Adam McKay, sorti sur Netflix en 2021. Deux piètres astronomes s'embarquent dans une course médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. C'est justement le film dont je n'ai pas parlé en vidéo par exemple. Et pourtant, ce film est ultra important dans le monde actuel. Et comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne et que vous avez vu ma vidéo sur Vice par exemple, qui était également aussi un film d'Adam McKay, vous savez que je suis un grand fan. Il caricature beaucoup, et dans cette exagération perpétuelle, on s'arrête et on se dit, c'est quand même assez réaliste, mine de rien. Et si ce genre d'événement arrivait, comment est-ce que ce serait géré? Justement, Adam McKay, normalement, devait faire un film à la base sur l'environnement, et malheureusement, quand il tourne justement Don't Look Up, le Covid arrive, et change radicalement son scénario, puisque les dirigeants de ce monde, malheureusement, ne savent pas gérer. C'est tellement une blague, justement, cette gestion de Covid, que Don't Look Up est plus proche du documentaire qu'autre chose. Certaines longueurs sont tout de même constatées dans le film, notamment la petite histoire entre Leonardo DiCaprio et sa femme, dont on n'a rien à foutre finalement. Le reste du film est particulièrement savoureux. C'est à la fois drôle et flippant comme je le disais. C'est le film nécessaire selon moi de 2021. Et il est normal qu'il soit dans ce top de cette année. Numéro 6. Numéro 6, Palm Springs, réalisé par Max Barbaco. L'insouciant Nice fait la connaissance lors d'un mariage de Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent lorsque le duo est coincé dans une boucle temporelle. Le petit bijou de début d'année, dont j'ai consacré même une vidéo là-dessus. Les boucles temporelles peuvent être casse-gueule dans les films, et pourtant les codes y sont respectés. Et on réinvente le genre, proposant une véritable histoire. On évoque les mariages, bien évidemment, et la durée d'un couple. Et s'ils revivent cette journée, il faut qu'elle soit différente chaque jour. Et c'est ça qui fait que le film est génial et réussi. Et pour plus d'informations, je vous renvoie bien évidemment à ma vidéo sur le sujet. Numéro 5. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Il ne reste plus rien. Pitié. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. Vous ne savez rien. Moi, je sais. Les gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés. Numéro 5, Sans un bruit 2 par John Krasinski. Après les événements mortels survenus dans leur maison, la famille Abbott doit faire face au monde extérieur. Pour survivre, il doit se battre en silence. Film d'horreur de l'année assurément, avec cette analogie de ces enfants qui remplacent les parents, qui reste très intéressant. Et ce qui est étonnant, c'est que cette suite est encore meilleure que le premier film, et pourtant qui était déjà très bien au passage. Bref, j'ai également aussi réservé une vidéo à ce sujet, je vous invite donc à y aller. Numéro 4. Hé, bonhomme! Numéro 4, Ghostbusters Afterlife par Jason Reitman. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Forcément, il se trouve dans les tops de l'année, je vous avais déjà consacré la vidéo à ce sujet. Film qui m'a beaucoup touché, film qui forcément fait référence à Harold Ramis, encore une fois, et qui ne prend pas les enfants pour des débiles. Une saga qui renaît enfin de ses cendres correctement, avec certes un peu de fanservice putassier, j'en conviens, mais qui n'est pas forcément là non plus par hasard, voulant raconter et faire avancer l'histoire. Bon, certains éléments sont arrivés quand même avec de gros sabots, j'en conviens. Mais le film arrive à avoir sa propre personnalité et c'est ça que j'adore. Avec ses environnements, de la ville perdue, avec des personnages avec de bons dialogues, c'est drôle, c'est bien mis en scène et c'est un bel hommage, comme je le disais, à Harold Ramis. Et enfin, j'ai envie de vous dire, je perds un petit peu toute objectivité quand il s'agit de Jason Reitman, qui est un des meilleurs réalisateurs de ces dernières années. Numéro 3.
lié aux fantômes. Numéro 3, Last Night in Soho d'Edgar Wright. Alors Last Night in Soho, ça raconte l'histoire d'une jeune femme passionnée des années 60 et qui va faire des rêves bizarres dans un hôtel un petit peu morbide où elle va découvrir justement que les années 60 ne sont pas si roses que ça. Alors j'ai fourni une vidéo sur les rattrapages de 2021, son orchestration est tout simplement incroyable. Dommage que le film soit mal distribué, j'ai eu du mal d'ailleurs à aller le voir, car honnêtement il méritait beaucoup plus d'entrées. Une véritable proposition sur la question justement de la nostalgie qui est au cœur du cinéma ces dernières années. La place de la femme à notre époque, qui a continuellement peur des hommes et qui les voit comme des prédateurs sexuels, ce qui est assez évocateur de nos jours. Et tout n'est pas manichéen, au contraire. Le réalisateur prend une certaine défense et fait un constat alarmant post-MeToo. Plus personne ne se fait confiance. Nous avons peur de tout et pourtant l'entraide existe. Et ceux qui ont peur se réfugient dans la nostalgie justement, pensant que ça les rassure. Rien n'est rassurant dans le film, surtout d'une époque que le personnage principal n'a pas connue. Cette époque n'était pas mieux, bien au contraire. Le monde a changé et il faut regarder l'avenir, c'est ce que le film nous dit, c'est comme ça qu'on avance. Même les hommes ont évolué. Justement, les hommes d'aujourd'hui sont bienveillants dans le film, contrairement à ceux des années 60. Alors Last Night in Soho, c'est un grand oui pour moi, et c'est normal qu'il fasse partie du top 3. Numéro 2. Who am I? How old am I? What's my favourite colour? You're my wife, Emma Vida Ryerson Williams. You're 28. Your favorite color is yellow. Do you remember meeting me? I remember a water park. What time of year was it? Summer. No. Winter. We had just bought a fish. When he first started to lose his memory, Jude kept it a secret. Just like everyone did back then. All these little pieces. I find myself wondering how to build a future if you keep having to rebuild the past. They say you can't forget feelings. And I still believe that. What is it? It's a fish? Yeah? I got it with you. Why do you tattoo fish? Jude? Yeah. Are you okay? Numéro 2, Little Fish de Chad Artigan. Dans un monde où la pandémie a éclaté, la maladie fait perdre la mémoire à ses victimes. Les jeunes mariés, Emma et Jude, doivent faire face à cette réalité. Bientôt, Jude a contracté justement la maladie, et le couple lutte pour conserver ses souvenirs. Critique déjà disponible sur la chaîne, où j'étais un petit peu plus loin dans les détails et l'analyse du film. Mais voilà le film qui m'a le plus touché de l'année. Son côté intimiste, ses acteurs, transpirent un véritable jeu, une sincérité, où les personnages vont jouer plus sur le regard que par les mots. La mise en scène, le rapport avec les souvenirs qui s'effacent au fur et à mesure, les souvenirs qui nous ont construits, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, s'envoler au fur et à mesure du long métrage. Bref, le film le moins connu de l'année dans ce top, et je vous encourage forcément à aller le voir. N'hésitez pas à faire un retour d'ailleurs dans la case commentaire sur ce film à petit budget, mais pourtant qui gagne à être connu. Et enfin la première place... Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils. Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Vous vous en doutez, Dune de Denis Villeneuve. L'histoire de Paul Atreides, aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun, devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers.
Alors forcément, hein, le synopsis il est un petit peu bancal, mais dites-vous que Dune, c'est une grande histoire d'amour pour moi. Frank Herbert, l'auteur du livre, donne un récit passionnant. Donc forcément, Denis Villeneuve, qui est le meilleur réalisateur de science-fiction d'aujourd'hui, au succès mitigé parfois, essaye d'adapter l'inadaptable. Bien évidemment qu'il s'agit du meilleur film de l'année. En termes de visuel, en termes d'acteurs, en termes de grandiose, bien évidemment que Dune fait partie du top. On peut nier que Denis Villeneuve sait y faire avec les challenges, et on voit que Dune n'était pas une mince affaire. Malgré que ce soit qu'une première partie, presque un demi-film, mais de 2h30 tout de même. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai dédié également une vidéo dessus. En tous les cas, Dune, c'est la claque visuelle. Dune, c'est le côté épique qu'on a eu cette année. Et bien évidemment, j'attends la partie 2 avec impatience. En tous les cas, Dune a bien sa place dans ce top. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never